Bonsoir. Salam. Aïd Moubarak. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon début de week-end. Ce soir, nous sommes en compagnie de deux pionniers du rap, on peut le dire. Nous sommes avec Mehdi Maizi, qu'on ne présente plus, journaliste rap, divertissement, tout ça, plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc, on peut le dire. Et le futur maire du Havre, bien évidemment. Voilà, la campagne est en marche. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va revenir sur ton livre, Mehdi, vu que tu as sorti un livre qui s'appelle « Le rap à gagner, à quel prix ?», qui est présent aux éditions La Fabrique, si je ne dis pas de bêtises. Médine, tu viens de sortir un projet, Stentor, donc on est pile dans l'actu pour le coup. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds. J'avais plusieurs petites questions pour vous. Je vais sortir mon téléphone parce que j'ai une mémoire d'asticot. Ça va, hein, ce serait un peu cavalier de venir sans notes. C'est normal, personne ne va te juger pour ça. J'ai pas préparé grand-chose, je t'avoue. Ah, okay. Là, on va te juger alors. Mais non, au talent, au talent. Donc vous êtes tous les deux des grandes figures du rap. Ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu-là. Toi, tu as commencé aux alentours de 2008, si je dis pas de bêtises, complètement bénévolement. Oui. Et tu as évolué au fur et à mesure du temps. Médine, pareil, tu as une carrière qui est longue, incroyable. T'en es à ton 9e album, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, vous avez vraiment vu cet art évoluer au fur et à mesure du temps. Il s'est démocratisé, il s'est libéré. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à l'heure actuelle? Quel constat vous pouvez en faire? Honneur aux invités. Je pense qu'on aura, déjà merci, je pense qu'on aura une lecture totalement différente, puisque déjà, en réalité, Médine, même si on n'est pas éloigné en termes d'âge, a commencé à rapper. Moi, j'en écoutais déjà quand il a commencé à rapper, mais je veux dire, il avait déjà un pied dedans, en fait. C'était déjà un activiste, en fait, à partir de la fin des années 90, là où moi, j'étais juste un auditeur. Donc, vraiment, quand j'ai commencé à écouter du rap, on va dire de manière régulière, à la fin des années 90-2000, j'avais pas forcément de lecture sur ce qu'est le rap, sur ce qu'est cette musique, sur ce qu'est cette industrie. Juste, j'écoutais. Il s'avère que c'était en plus une époque assez, qui a fourni énormément de gros albums. Tu vois, vraiment, souvent on parle de 2 âges d'or, tu vois, à la fin des années 90 et celle de peut-être post-2015 dans le rap francophone. Je sais pas si c'est vrai, mais souvent on dit ça. Et oui, toute cette époque-là, elle a été super riche, quoi, en gros projet. Donc moi, j'ai juste vu ça comme une musique qui me parlait et quelque chose qui m'a donné envie de creuser. Après, il y a eu la décennie 2000, qui était une décennie un peu compliquée pour beaucoup de gens. Mais moi, en fait, souvent on dit la décennie des années 2000, c'est une décennie un peu maudite dans le rap français. Et en fait, c'était maudit sur un aspect commercial. Oui. Mais dans l'absolu, moi, c'est là où je suis ado et que je commence à être adulte. Pour moi, c'est la décennie où j'écoute le plus de rap français de ma vie. Et donc, toute cette décennie-là qu'on dit un peu maudite, moi, j'y vois énormément d'albums super importants. Donc, tout dépend en fait de comment on lit ça. Souvent, quand on parle d'âge d'or, on parle aussi bien de gros albums, mais aussi d'albums qui marchent. Et en fait, dans les années 2000, il y avait moins d'albums qui marchaient, même s'il y en avait, mais il y avait plein de bons albums, en fait. Et d'ailleurs, toute cette expression de roi sans couronne dont on parle beaucoup, elle est héritée de cette période-là. Donc voilà, et je crois que la décennie, on va dire, post-2015, c'est encore autre chose, où là, on est vraiment sur une musique qui a un peu réussi à cocher toutes les cases en termes à la fois d'élan artistique, en termes d'une évolution technologique qui a permis au rap justement d'avoir un vrai boom commercial. Et je pense que Médine en parlera mieux que moi sur comment, je pense, en tant qu'artiste indépendant, les choses ont changé avec le streaming, etc. Pour le pire et peut-être aussi parfois surtout pour le meilleur, je pense. Mais t'en parleras mieux que moi. Mais en tout cas, nous, on a juste vu en tant qu'auditeur et puis après qu'observateur, effectivement, un moment où cette musique-là est juste beaucoup plus présente dans la culture. Quand je dis culture, je ne parle pas forcément de culture rap, je parle de culture populaire au sens large. Ça, c'est vrai que c'est une grande différence avec l'époque où moi j'ai commencé à en écouter, où quand tu avais un morceau de rap au Big Deal, c'était genre un événement. Je dis ça parce que je me souviens vraiment de moments où tu avais d'une meuf qui avait chanté Ménélique Bye Bye, et c'était genre un événement. On disait, il y a eu du rap hier à la télé. Aujourd'hui, c'est plus un événement, ça. Donc c'est ça qui a changé. Je crois que aujourd'hui, tout le monde écoute du rap, même les gens qui n'en sont pas passionnés, en fait. Complètement.
Moi, je suis un espèce de cafard de ce métier dans le sens adaptation. Quand je dis cafard, c'est plus le fait que les dinosaures ont disparu, mais pas les cafards. C'est dans ce J'en parlais ce sens-là que matin en je dis ça. plus. Donc j'ai vu les périodes arriver, les périodes économiques différentes, les modèles économiques là, différents. J'ai vu les médias aussi arriver pour certains, les nouveaux médias qui sont arrivés avec l'avènement d'Internet. Donc Bouscapé qui commence à Planète Rap avec une petite caméra et qui finit leader du marché en tant que média. J'ai vu la musique aussi et les courants arriver, nourrir cette musique, la changer pour toujours. J'ai vu aussi le public évoluer, des espèces de fans, de fanbase, de commus au départ qui étaient assez solidaires entre eux parce que la culture était invisible et le but c'était de tout staffer pour la même culture et de la visibiliser. Peu importe où est-ce qu'elle était visible et peu importe les sous-genres, on se battait moins entre publics et entre commus à l'époque. Et donc j'ai vu ça changer aussi, j'ai vu les publics opposer leurs artistes favoris, s'opposer eux-mêmes. Donc la sociologie du public aussi a changé, j'ai vu la gentrification de ce public. Donc c'est en tant que témoin du temps qui passe que je suis là aujourd'hui pour discuter avec vous. Et tu parles justement du fait que le public il a énormément changé, tu parles du fait qu'il y a eu une forme de gentrification. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi dû à un espèce d'individualisme? Parce que comme tu le disais, il y a ce côté où à la base le rap était très peu connu, les gens étaient vraiment solidaires entre eux dans le but de faire vivre cette culture, et avec l'avènement du rap, il y a vraiment eu des espèces de scissions où maintenant les gens se prennent la tête pour savoir quel est le meilleur rappeur, quel est le meilleur ci, quel est le meilleur ça. Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'individualisme? Est-ce que vous pensez que c'est dû aux grandes majors de promo? Quelle est la réponse? Ouais, c'est le marché, j'ai l'impression. C'est le marché qui fait en sorte que l'on comment dire, on ne voit les choses que par le prisme de la polarisation, du capitalisme. Est-ce que ça c'est le bon genre à encenser ou pas? On met des étiquettes sur les sous-genres en disant bon, ça c'est rap conscient, ça c'est de la zumba. Et en fait, il y a une espèce de catégorisation qui est imposée un peu par le marché, par les professionnels en tout cas là, de cette musique, où au final, les artistes finissent parfois même à se prendre les pieds dans le tapis en disant bon, moi je vais me classifier où là-dedans, quel genre de truc je vais faire, bon, faut faire des TikTok en ce moment-là, bon, vas-y, je vais faire des morceaux de 30 secondes. Il y a un peu ce dictat, je grossis le trait, je vulgarise bien sûr, il y a encore beaucoup d'artistes créatifs qui sont en rupture avec ça. Mais si on parle du marché et du public et de la gentrification, oui, il y a cette petite musique en fond sonore qui est, bon, étiquetons tout, comment on peut mettre tapis sur un sous-genre pour le faire devenir, pour le faire popper, comment on prend quelque chose de niche et on en fait quelque chose de mainstream. Il y a cette petite musique-là qui existe. Je pense aussi, pour compléter, c'est qu'il y a, par rapport à il y a 20 ans, là il y a quand même beaucoup de, justement tu parles de sous-genre de rap. En fait je pense qu'avant, il y a 25 ans, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que si on prenait 10 auditeurs de rap et auditrices, je pense que tu leur demandais leurs 20 rappeurs préférés, il y allait avoir des points communs, même si on n'écoutait pas la même chose, même si même si tu préfères IAM à NTM et inversement, on allait se retrouver sur des artistes. Là franchement on peut prendre des fans de rap aujourd'hui, ils vont avoir des top 10, des top 20 qui n'ont rien à voir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses dans le pot pourri, je dis ça sans mépris, rap. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont effectivement écouter... la semaine dernière, j'étais à Lyon, en nuit sonore. Et il y avait un DJ set de Grunt. Et c'était cool. C'était un DJ set. Il y avait des artistes... Moi, j'ai l'impression d'écouter du rap tous les jours. Donc, j'ai l'impression d'être à peu près à jour sur ce qui se passe. Je connaissais aucun artiste qui était joué. Vraiment. Et le public qui était là, il y avait, je sais pas, 300, 400 personnes, connaissaient tout par cœur. C'est l'âge, ça. Peut-être, ça joue forcément. Et il faut être OK avec ça d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une autre catégorie d'artistes qui ont 20 ans aussi, que je vais écouter et dont j'aurais connu des... Donc ça, c'est quand même assez révélateur, où tu as quelqu'un, enfin moi comme d'autres, hein. D'ailleurs j'étais avec Sandra aussi, Gomez là-bas, qui elle connaissait les morceaux en l'occurrence. Parce que justement elle a aussi un œil sur cette scène-là, etc. Donc je parle d'artistes comme Petite Sœur, etc. Moi j'écoute, que je connais de nom mais que j'écoute pas.
même pas par désintérêt, juste ça n'arrive même pas jusqu'à moi. Et pourtant, il y a tellement de, comme vous le dites, il y a tellement d'artistes émergents à l'heure actuelle qu'on ne peut pas tout écouter, tout connaître, et c'est compliqué, même quand c'est ton métier. Mais ce qui crée du coup effectivement des oppositions et des gens qui se disent mais en fait ça c'est pas du rap. Et des deux côtés, des gens qui vont dire aussi que Fresh Lado et Eniac c'est pas du rap parce que c'est du rap de rue, ce qui est évidemment absurde. Et de l'autre aussi qui vont dire attends, c'est qui ces gens-là qui prennent l'appellation rap, mais en fait est-ce qu'ils font vraiment du rap? Est-ce que même eux ont l'impression de faire du rap? Et c'est aussi peut-être là pour le coup une responsabilité aussi médiatique de justement pas savoir. Tu dis qu'on catégorise peut-être un peu trop, mais des fois, peut-être qu'on met tout en rap, tu vois, sans vraiment se poser la question de est-ce que c'est rap, ne serait-ce que dans l'esprit. Bien sûr. Est-ce que ça n'a pas perdu son essence aussi? Ça, fatalement. Mais franchement, tu sais, il y a un album de Nas qui est sorti genre en 2005 ou 2006 qui s'appelle Hip Hop Is Dead. Et à l'époque, moi, je prenais ça pour de la provoque. D'ailleurs, c'était de la provoque. Il disait, ouais, c'est un truc de vieux con en mode il aime pas le rap d'Atlanta. Et en fait, il avait expliqué que non, ce qu'il voulait dire, c'était que le hip-hop, au sens de culture, etc., et de ce que, on va dire, le message de base, c'était quelque chose qui était mort. Et que le rap avait gagné en fait au profit presque du hip-hop. Donc en fait c'était vraiment un propos plus voilà, maintenant c'est autre chose, on vend autre chose, on raconte autre chose, et nous dans le rap francophone on est aussi là-dedans maintenant, et du coup ça crée des oppositions, mais ça crée aussi, en fait c'est un peu pour moi à double tranchant, parce que on n'arrête pas de dire c'est génial, maintenant on remplit des stades, et ce qui est vrai, et là tu vois en un mois il y a eu quoi, il y a eu Nino 2 fois, Jul 1 fois au Stade de France, et il y en aura d'autres j'imagine au Stade de France. Et donc, si aussi le rap remplit dans ces stades-là, c'est aussi parce que le rap touche d'autres gens. Oui. C'est aussi parce qu'il y a cette forme-là de gentrification, parce que aussi dans les gens qui peuvent se payer ces places-là, enfin, on voit aujourd'hui que le public dans ces salles-là, il y a aussi une part de gentrification là-dedans. Donc en fait, c'est un peu une forme de... On peut et on a le droit de critiquer ça et de le questionner, mais c'est aussi une des composantes de cette victoire du rap qui fait que le rap est partout. C'est aussi parce que le rap parle aussi à beaucoup plus de monde. Donc quand tu parles à tout le monde, tu parles aussi à des gens qui à la base s'en foutent du rap, voire pire, qui sont racistes, parce que ça existe aussi. Donc on arrive sur ces aberrations-là aujourd'hui, mais donc c'est un peu les deux faces d'une même pièce, quoi. Et toi, tu le vois du coup, ce côté où l'évolution du public... Ah bah ça c'est sûr. Mais pour le coup, ton public est là depuis longtemps, il a aussi beaucoup évolué, moi je l'ai vu au fur et à mesure de tes concerts. Est-ce que tu as l'impression d'avoir touché une autre forme de public? Est-ce que tu as l'impression, de par tes derniers albums notamment, où il y a du boom bap, où il y a de la trap, où tu as vraiment réussi à diversifier, tu as réussi à toucher un autre public, ou est-ce que tu as l'impression que ton public est resté le même et que c'est au fur et à mesure des générations qu'ils se sont intéressés à ce que tu faisais? Il y a plusieurs facteurs qui font que le public change pour moi. Il y a la longévité, le public vieillit et certains restent fidèles et sont des espèces de prescripteurs et viennent avec leurs enfants, viennent avec un public un peu plus jeune. Donc la longévité, c'est un premier facteur pour moi. Ensuite, il y a le militantisme. Le militantisme, les combats qui sont au cœur de mes morceaux, qui traversent mes albums depuis toujours, va au-delà des frontières de cette musique et justement fédère. Donc il y a des gens parfois qui viennent à mes concerts qui connaissent aucun titre, qui sont là en disant mais nous c'est les idées, on vient pour les idées, on voit les coups médiatiques que tu prends et on veut supporter une voix qui est dissonante dans le débat public et on veut l'accompagner. Donc le militantisme est une vraie base mobilisatrice, un vrai facteur mobilisateur en tout cas. Et puis au-delà de ça, il y a aussi, bon là je vais me jeter des fleurs, mon adaptation. Bien sûr. Le fait que je passe de courant en courant, en l'absorbant, sans jamais le dénigrer et le critiquer, le fait de passer de la boom bap à la trap, de la trap à la drill, d'utiliser l'autotune, les vocodeurs, la scène des mélodistes, etc. Déjà ça me permet aussi de traverser les époques et d'aller ratisser sur un public un peu plus large, qui eux sont plus sensibles à des sonorités plus actuelles. Donc tout ça fait que je constate une sociologie différente dans mon public. Et puis je m'amuse aussi parfois à faire des tournées acoustiques dans des théâtres. Quand tu fais ça, tu sais que tu vises un autre public en plus du tien. Des gens de ton public vont redécouvrir tes morceaux, tes textes, mais il y a aussi un public d'abonnés des théâtres qui veulent venir parce qu'ils sont curieux de savoir ce que ça donne des textes de rap dans un théâtre, quoi. Donc je fais des moves volontaires aussi
pour aller chercher un public plus large. J'aime le théâtre aujourd'hui, je me prends des claques à chaque fois que je vais voir une pièce et je me dis mais en plus c'est un des derniers espaces où l'on peut être hyper subversif et transgressif et moi je ne conçois l'art que comme ça, donc du coup si tu me permets d'être sur une scène où on peut aller très loin, c'est là que je vais aller. Bien sûr. Voilà, donc là le public change beaucoup et cette sociologie change et donc cette gentrification, moi je l'interroge pas vraiment du point de vue des artistes, du point de vue artistique, je l'interroge surtout du point de vue politique, culturel de ce pays qui tarde en fait à rendre la culture accessible à tous. Et puis bien sûr, j'ai une réflexion en opposition à ça. Quand tu vends des places de concert à 80 balles, 100 balles, tu comprends que pour le portefeuille du français moyen, c'est excessif. Tu es une famille nombreuse, tu ne peux pas venir ensemble voir un concert. Donc moi j'ai cette réflexion-là, c'est ma seule marge de manœuvre où j'essaie d'avoir un coût de plateau raisonnable, une vente de session raisonnable, où je sais que le ticket derrière il va être dans la vingtaine, trentaine d'euros, 50 € quand tu vas au Zénith de Paris ou dans un endroit où t'as pas le choix en fait, parce qu'ils t'imposent des codes et des tarifs hyper élevés. C'est ma seule marge de manœuvre pour essayer de gérer un peu l'accès à la culture pour mon propre public. Ok, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant parce que justement, tu le disais, toi tu es militant, tu es rappeur. On a vachement l'impression, on en parlait d'ailleurs juste avant des rois sans couronne, que le rap n'est plus forcément contestataire, qu'il y a beaucoup de rois sans couronne qui se sont pris des grosses bastos, comme Desporuti, comme Youssoupha, comme même Ministère Amer, surtout comme toi Medine aussi. Je sais pas si Youssoupha est un roi sans couronne. Hein. Il a bien mangé quand même. Il a eu du succès. Il a eu du succès. Quand même. Mais oui, il s'est pris des bastos. Petite couronne de laurier, Youssef. C'est ça. Moi, je suis plus nique les rois sans couronne. Je suis pas royaliste. Hein. Je suis vraiment dans cette Faut que les femmes, les souverainistes, c'est ça. En fait, j'ai pas envie d'une couronne, pour de vrai. Je crois que ma couronne, je suis en train de me la fabriquer quand je vais à Oslo avec Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, parce qu'un de mes morceaux raconte son combat à lui et que ça se retrouve dans la presse internationale. Voici ma couronne. Quand mon texte sur le 17 octobre 61 se retrouve dans les livres scolaires, voici ma Légion d'honneur. Mes couronnes, je les ai. J'attends pas que quelqu'un vienne me poser une couronne sur la tête. Je suis pas royaliste. Je suis mort. Mais du coup, est-ce que... j'ai le droit à ça. Bien sûr. On va les compter, Mehdi et moi. Hein. Ça fait une applause pour moi. On va les compter. C'est de la triche, c'est de la triche. Mais est-ce que vous pensez du coup que le rap n'a plus cette vocation d'être forcément contestataire ? Moi, je pars du principe que le rap n'a pas, même par essence, voulu être toujours contestataire. Ça a aussi pu être juste du hustle, ça a pu être de l'amusement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le rap, en règle générale, doit l'être ? Est-ce que vous pensez que c'est un faux débat aussi, ce truc de se dire « Ah, le rap, c'était mieux avant. Avant, les gens, ils prenaient position. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position ?» Quelle est votre vision par rapport à ça ? Comment vous vous positionnez ? Moi, je pense pas que ce soit un faux débat, déjà. Mais moi, j'ai un peu évolué là-dessus. Mais globalement, je suis d'accord avec le contexte que tu poses. C'est-à-dire que, oui, à la base, le rap, il n'a pas forcément vocation à uniquement être engagé. C'est-à-dire que dès le début, si tu prends le rap américain du début, il y avait des choses aussi très légères. Maintenant, on pourrait me rétorquer que le simple fait que ces personnes-là, à ce moment-là, dans ce pays-là, prennent la parole, c'est déjà une forme d'engagement et d'acte politique. Même quand tu parles de faire la fête. Donc, tu peux aussi raccrocher finalement une forme d'engagement dans des morceaux qui sont très très festifs et légers de la fin des années 70, début des années 80. Depuis le début, je pense que dans le rap américain, il y a eu des choses très différentes, des choses très politiques, des choses qui n'étaient pas du tout. J'aime bien citer ça, moi, c'est qu'il y a un album d'un rappeur qui nous a quittés il y a 4-5 ans qui s'appelle Beaufly. En 79, c'est un album qui s'appelle Porno Freaks, où il parle de porno. Donc ça fait aussi partie, partie de la culture rap, en fait, et ça existait, et c'est vu par certains comme un classique, même si c'est un disque qui est assez peu connu et cité aujourd'hui. Donc ça existe. Maintenant, ce serait mentir de dire que nous, en France, on a vraiment... Je trouve qu'en France, dans les groupes, on va dire, fondateurs du hip-hop français, il y avait quand même ce côté...
on doit raconter quelque chose, on doit dire quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai quand même pris le rap français au début comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'avènement de quelqu'un à un moment comme d'artistes comme Booba a été critiqué par une partie de l'ancienne école, entre guillemets, parce qu'il y avait un côté beaucoup plus... je m'en foutiste, même quand il disait le hip-hop j'en ai rien à foutre, il y avait des choses vraiment beaucoup plus qui déconstruisaient un peu ce que nous on avait l'impression que le rap ça devait être comme ça, parce que je crois qu'on a beaucoup pris, nous quand même, on a beaucoup hérité d'une tradition d'un rap new-yorkais assez politisé, de groupes comme Public Enemy, et je pense que les premiers groupes de rap français, les I.A.M., NTM, Assassin, ils ont été énormément inspirés par ça, donc ça a quand même donné une forme de base de ce qu'était le rap français. On a plus été influencé par ça que par Slick Rick ou Two Live Crew, tu vois, qui était un groupe Two Live Crew vraiment très hédoniste. Donc c'est quand même notre culture aussi, je trouve, dans le rap français, ce truc-là. Maintenant, moi, j'ai longtemps dit laissez les rappeurs tranquilles, parce que je voulais aussi, à mon petit niveau, qu'on puisse parler du rap comme d'une musique comme les autres. Et ça m'embêtait qu'on lise le rap uniquement à travers un prisme ils sont pas assez engagés. Je trouvais que c'était aussi déjà forcer les artistes à raconter des choses et aussi leur donner une responsabilité qui était peut-être trop grande pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu raciste dans le sens où on veut toujours que ce soit les Noirs, les Arabes qui prennent position, là où en fait d'autres acteurs de la culture devraient aussi prendre position? Il y a un moment super marquant dans les années 90 où il y a ce député Éric Graout qui disait à Cool Chain à la télé « Mais votre argent, pourquoi vous ne le redistribuez pas dans les banlieues ?» En fait, l'argent que vous avez gagné, il n'est pas à vous, en fait. Vous devez le redistribuer. Donc, il y a effectivement toujours eu ces propos qui étaient évidemment au mieux du mépris de classe, au pire du racisme. Donc, bien sûr, évidemment. Maintenant, il y avait aussi ce côté, voilà, laissons les artistes faire. Et moi, je pense que, moi et d'autres, mais à la BFDR, on a beaucoup milité pour ça à l'époque. Enfin, milité, c'est un mot un peu exagéré, mais en tout cas, on s'est un peu battu pour le côté... on veut parler du rap comme parce que les autres médias ne parlent pas du rap comme d'une musique. Ils vont toujours en parler sur l'aspect sociétal, etc. Et en passant à côté aussi de l'aspect... on parle de musique ou de technique des artistes, etc. Maintenant, je pense que cette lecture-là, que moi j'ai eue pendant longtemps, elle a un peu ses limites dans le monde actuel, et notamment dans le paysage francophone actuel. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que tous les artistes doivent prendre la parole sur tous les sujets, mais on arrive aujourd'hui à des aberrations, aussi bien quand on parle des publics de ces artistes-là ou de ce qui se passe juste dans le pays. Il y a un moment où il y a une déconnexion un peu trop forte entre certains artistes et les gens qui les font exister, leur public, et ce que ces gens-là vivent au quotidien. C'est ça qui me dérange un petit peu. Mais je ne suis pas en train de dire à tous les artistes mainstream « les gars, vous devez... » Je ne sais pas ce qu'ils doivent faire, mais en tout cas, je m'interroge sur cette espèce de... Et ça a été très... visible aux législatives de l'année dernière, où il y a eu des prises de parole mais qui sont arrivées de manière assez tardive, où globalement je trouve qu'il y avait une énorme déconnexion entre les gens qui vivaient, qui étaient affolés par ce qui pouvait potentiellement se passer, et une partie des artistes mainstream qui ont donc a priori la plus grande influence, qui ont été complètement silencieux là-dessus. Et je trouve que là on arrive à un moment où moi je suis pas là pour donner des consignes aux artistes parce que je suis pas dans leur tête, je suis pas dans leurs chaussures, mais je me pose la question sur est-ce qu'on n'est pas là face à un moment un peu charnière, justement, où il faut se prononcer. Ça me fait penser, il y a un reportage sur Arte qui parle du RN et des jeunes, et comment le RN a réussi à faire tomber amoureux la jeunesse, quoi. Et en fait, à la fin de ce reportage, tu vois des jeunes, donc foncièrement racistes, classistes, tout ce que tu veux, en train d'écouter du Damso, et j'étais vraiment en mode, c'est fou la déconnexion, en fait, où ils n'arrivent même pas à comprendre que, en fait, on veut pas de vous, mais en même temps, c'est pas de la responsabilité. Enfin, comment l'artiste il se positionne par rapport à ça, c'est des questions qui sont très très délicates, quoi. Les artistes, ils font un peu les autruches sur ça des fois. Exactement. Il n'y a pas de désolidarisation claire parce que tu vas te couper d'une partie du public. Si tu remplis plus des stades, en fait, si tu te coupes d'une partie de ces gens-là, malheureusement. C'est un peu une réalité, et c'est là où la question de l'engagement ou ne serait-ce que de l'expression publique sur un sujet sociétal. Ça ne veut pas dire dans ton art, en fait, tu n'es pas forcément engagé dans ton art, mais de prendre une position publique sur un sujet ou sur un autre, elle est surtout, en fait, aujourd'hui poussée par les fanbases, par les communautés, par les publics qui disent « gros, nous, on te donne grave la force, il faut que tu te positionnes sur ça ». Du coup, les publics attrapent la veste des artistes et leur demandent de se positionner. On a vu des artistes tweeter sur le tard « Free Palestine ».
on vous a vu dans le timing, tu vois. Mais sauf que les publics, en fait, ne laissent plus passer ça. On a vu des artistes se positionner très tardivement sur la lutte contre la réforme des retraites, avec une phrase sortie de derrière les fagots, tu vois, qui se raccorde à une lutte sociale qui existe sur le terrain, parce que les publics interpellent les artistes. Est-ce que c'est le rôle des médias d'interpeller les publics ? Là, les artistes, je ne pense pas. Est-ce que c'est le rôle des artistes entre eux de se dire « T'es pas engagé, moi je suis plus engagé que toi, vas-y, il faut qu'on parle sur ça ». Je ne pense pas. Parce que vraiment, il y a une espèce de fausse croyance de croire que tout le monde est en relation et en communication. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Chacun avance un peu dans son couloir. Par contre, le public qui interpelle ces artistes, c'est de plus en plus courant. Et je trouve que c'est plus sain dans ce sens-là, parce que ça re-questionne les artistes sur leur place, leur capacité à être mis en espèce de porte-voix, porte-parole. Et si on te donne de la force, porte au moins nos messages quand le fascisme est à nos portes. Bien sûr. Porte le message et positionne-toi quand le monde réactionnaire est en train de s'imposer à nous. C'est la moindre des choses d'une relation d'artiste à public. Bah, surtout que malheureusement, même les artistes, lorsque le fascisme sera à nos portes, ils vont prendre cher aussi, quoi. C'est-à-dire que avant même d'être un artiste, quand tu fais du rap, notamment quand tu es issu des quartiers populaires, que tu es un noir ou un arabe, je pense notamment à Nino qui était allé chez Léa Salamé pour la sortie de son album, où en fait c'était juste après les émeutes de la mort de Naël, et la première question qu'elle lui a posée, c'était est-ce que tu condamnes les violences, quoi, en gros. Et donc tu vois que malgré tout, malgré le fait qu'aujourd'hui tu puisses remplir des stades, malgré tout ça, foncièrement, tu resteras un noir de quartier. Et donc, il y a aussi cette volonté de, à un moment, se réveiller pour se dire, ça ne concerne pas que le public, ça vous concerne vous aussi, quoi. Il y avait un artiste privilège, il fut un temps, qui est en train de tomber pour de vrai. Aujourd'hui, le cinéma, le théâtre, tout le monde est soumis un peu à ce climat actuel où tout est polarisé et on nous demande de nous positionner. Il n'y a plus d'artistes privilèges aujourd'hui. Les artistes ont des injonctions du monde médiatique ou de leur public à s'exprimer sur les sujets. J'ai envie de dire que il n'y aura pas de planqué. Personne ne va se planquer. Je suis désolé de le formuler aussi brut que ça. C'est un peu confortable pour moi qui est dans un militantisme depuis 20 ans en disant « Je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit. Moi je suis un paratonnerre, je prends les déflagrations avant tout le monde. Positionnez-vous, tu vois. » C'est un peu confortable pour moi de dire ça. C'est confortable oui et non, dans le sens où t'es quand même un paratonnerre et justement tu te prends toutes les bastos. Mais c'est pour ça que j'interpelle jamais moi mes confrères. Jamais je leur dis, et souvent même quand j'entends des humoristes qui se moquent des rappeurs, qui ne prennent pas position, etc., ça me heurte. Ça me heurte en disant, mais les gars, il y a des timings dans des carrières. Vous vous exprimez comme ça sur une scène avec une pseudo-liberté et vous interpellez une autre catégorie d'artistes, mais questionnez déjà votre milieu. Votre milieu, il y a beaucoup à redire sur les humoristes. Et je n'interpelle jamais, moi, les autres confrères. Ou alors, quand je le fais en off, avec bienveillance. J'essaie jamais d'être dans un espèce de combat de militants tout pété en disant c'est moi qui gère cette cause-là, mets-toi derrière moi. Ça, ce serait la honte de la lutte. Oui, puis c'est un peu de l'ego aussi, tu vois, d'être en mode moi j'étais là avant, regarde, écoute-moi. Mais du coup. Je me permets juste, par rapport à quelque chose que tu as dit dans ta question, tu sais, sur l'interview de Nino chez, je pense que c'était France Inter, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte aussi, moi, en ce moment, je travaille sur un projet avec un média mainstream, justement. Et tu te rends compte on n'est pas dans le même monde. Bien sûr. Vraiment, je dis même pas ça. Je dis pas. mais en discutant avec eux, tu te rends compte, et même quand ce sont des gens qui se disent progressistes, tu sais, non mais c'est génial le rap, etc. On veut le soutenir, et ils veulent le soutenir à leur manière. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, vraiment ils te sortent des aberrations ou des choses du style Jul, on peut pas y aller, quoi. On peut pas jouer Jul. Tu vois, parce qu'en fait c'est trop compliqué pour eux d'imaginer l'envisager. Pareil pour en fait tout un pan du rap. Donc d'un côté c'est la musique numéro 1, et pour la plupart des auditeurs et auditrices de rap, je ne dis pas que tout le monde écoute Jul, mais Jul existe, est respecté, il est légitime. Enfin, il n'y a pas de...
c'est-à-dire que ce débat autour de est-ce que Jul c'est du bon rap, enfin, on peut ne pas aimer Jul et ne pas l'écouter, mais en fait, ça fait longtemps que dans le milieu du rap, ce débat n'existe plus, en fait. Mais en fait, quand tu sors de ça, tous ces petits combats que nous, on a l'impression d'avoir gagnés, en fait, tu repars à zéro. Il n'y a pas longtemps, Medine était à la matinale de France Inter, j'ai écouté le replay, à un moment, il y a eu une question lunaire. Oui, on l'a écouté aussi. Il y a eu un couloir lunaire. Il y a une question lunaire, et en fait, c'est... tu vois, et pourtant, on est sur un terrain, je te dis pas que c'est le terrain... on pourrait discuter de France Inter et de plein... Mais c'est qu'à la base, je pense pas qu'il y ait une... C'est le dernier bastion, France Inter, un peu... Exactement. Mais je pense pas qu'à la base, il y ait une volonté d'être malveillant envers lui. Pas du tout, enfin je pense pas. Mais mon avis, c'est vraiment de l'incompréhension et juste des gens qui sont à côté de la plaque quand il s'agit d'aborder certains sujets. Je pense vraiment que c'est une pression même qui vient un peu de la hiérarchie et de la fachosphère. Je pense que c'est structurel aussi. Où, en fait, ils se sentent obligés de répondre à des thématiques qui sont lancées par l'extrême droite. Donc c'est là où est-ce que c'est un peu du renoncement, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ce couloir-là que moi je me mange, il en dit plus sur l'interrogeur que sur l'interrogé. Bien sûr. Ça en dit beaucoup de comment en fait on finit par céder au discours d'extrême droite et reprendre des fausses accusations ou des approximations et essayer de les rendre normales. C'est ça le drame, c'est que on a cette analyse-là aujourd'hui. On arrive à avoir le recul de dire mais en fait, ils sont en train de se raccorder à un discours d'extrême droite lentement, en cuisson de grenouille. Quand on va se réveiller, ce sera trop tard. Et on parle de France Inter, encore une fois, qui est le dernier bastion un peu libre dans le service public. Oui, c'est vraiment la normalisation des idées d'extrême droite, tout en se pensant progressiste, parce qu'aujourd'hui, on accueille des rappeurs, aujourd'hui, on libère la parole par rapport à ça. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais dans ton livre, Mehdi. Je spoil un peu, mais pas trop. Tu parles du fait... Le rap meurt à la fin. Exactement. Mais tu parlais justement des personnes comme Ninho ou Jul qui arrivent aujourd'hui à remplir des grands stades et c'est incroyable. Mais paradoxalement, nos darons ne savent pas du tout qui sont ces gens. Là où par contre, une personnalité comme Louane, qui va pas forcément remplir des stades, qui va pas forcément avoir une gigantesque carrière comme des superstars que peuvent être Ninho ou Jul, ils vont savoir qui elle est, tu vois. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que malgré tout le fait que aujourd'hui c'est la musique la plus écoutée, malgré le fait que ce soit la plus streamée, malgré ci, malgré ça, ça reste quand même une culture qui est underground, malgré l'effervescence populaire qu'il y a, quoi. En fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que le streaming, qui est quelque chose qui a un peu sauvé commercialement le rap, parce que pour moi, artistiquement, il se portait très bien avant, voilà, mais en tout cas, commercialement, il y a clairement eu un avant et un après, ça surpondère quand même le rap. Parce que je pense que c'est quand même un système qui est assez bien adapté à la manière qu'ont les jeunes auditeurs auditrices d'écouter de la musique et donc du rap, c'est-à-dire on replay, enfin moi, vraiment, j'avais pas le streaming, mais quand j'avais 15, 16, 17 ans, je pouvais effectivement écouter un album toute la journée. Et je pense que avec le temps, tu le fais un peu moins. Ça, t'as juste moins le temps, tout simplement. Non, j'ai moins le temps maintenant. Ouais, moi, je le fais toujours. Okay. Mais toi, t'es jeune, toi. C'est ce que tu penses. Ah, okay. Mais je pense qu'en tout cas, qu'il y a quelque chose qui était assez adapté à une audience rap à un moment quand c'est arrivé, qui était globalement une audience très jeune. Je pense que d'ailleurs, maintenant c'est un autre sujet, mais c'est un peu en train de se redistribuer. Les cartes du streaming, même si le rap reste numéro 1, il y a d'autres genres qui sont en train de progresser. Là où avant, le top 50, c'était que du rap français, francophone. Il y avait aussi beaucoup de Belges quand même. Mais, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui parfois est un peu un trompe-l'œil, c'est-à-dire de dire, oui, nos rappeurs sont des superstars. En fait, oui et non. Quand tu remplis un Stade de France, fatalement, c'est quand même beaucoup de gens qui viennent te voir. Quand on remplit 2 de suite, encore plus. Mais sold out en 10 minutes, quand même. Bien sûr. Mais il y a toute une partie de la France qui ne te connaît pas. Parce que justement, il y a toute une partie des médias plus mainstream qui te regardent encore en chien de faïence et pour qui tu n'es pas une évidence. Vraiment, je pense qu'il y a énormément de médias mainstream pour qui Ninho n'est pas une évidence du tout. C'est même... ils savent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent peut-être de nom. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez marquant. Et moi, je me rends compte à chaque fois que je parle avec des confrères, on va dire, de médias mainstream, il y a vraiment... Alors parfois, tu as des gens un peu infiltrés là-bas et qui se battent pour essayer de parler de rap, mais les pauvres, ils ont pas beaucoup de billes et pas beaucoup d'espace. Mais oui, il y a vraiment une méconnaissance, cette culture-là, où on parle d'Aya Nakamura comme d'une rappeuse, alors que même elle ne s'est jamais revendiquée comme telle. Enfin...
tout est mélangé. Donc oui, il y a vraiment cette... Et je pense qu'effectivement, tu prends une artiste comme Louane ou un artiste comme Matt Pokora, sont des gens qui sont bien plus identifiés à l'échelle nationale, mais qui... Et d'ailleurs, c'était tout le sens du débat entre Aya et Matt Pokora à l'époque. Et je pense que les deux avaient un peu raison. Quand elle lui disait ah, lui c'est qui lui, il a pas de hit, et lui qui disait bah c'est vrai, j'ai moins de hits en streaming, mais il fait des énormes tournées, il reprend des trucs de Claude François, à l'époque c'est ce qu'il faisait. C'est aussi ça en fait, la France. Donc il y a un peu parfois je trouve ce contraste là. Moi si tu me poses la question, ça me va ça. Oui, on n'est pas forcément obligé de parler à tout le monde en fait. En fait ça me va, et c'est ce qui permet justement au rap de continuer à rester un minimum subversif. À partir du moment où est-ce qu'on va recevoir l'adoubement de l'intelligentsia et qu'on va être considéré comme l'ensemble des artistes de la chanson française, je crois que c'est là que le rap va perdre ses couilles pour de vrai. C'est là où est-ce qu'on va aseptiser tous les discours, tous les débats, toutes les esthétiques, qu'on va essayer de plaire à monsieur tout le monde et madame tout le monde. Donc en vrai, d'être dans l'antichambre éternellement, moi ça me va. Ça continue de garder le rap comme une musique subversive qui dérange la bourgeoisie. Quand elle arrive, elle renverse une table et que ça commence un couplet avec une punchline qui insulte tout le monde. Ça me va en fait. Moi, j'ai pas envie de voir le rap vraiment sous vide dans des musées, observé par des observateurs qui le commentent indéfiniment sans en comprendre vraiment tous les codes de cette culture. J'ai envie même que le rap se ré-undergrandise, se renichise pour de vrai. On va vraiment bénéficier des plateformes de streaming, des canaux de diffusion aujourd'hui, tout en continuant à faire notre musique avec l'authenticité de cette musique. Parce que si le prix à payer, c'est de perdre cette authenticité pour être plus connu, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est être mieux connu. C'est être mieux considéré avec les genres, les sous-genres, qu'est-ce que la trappe, qu'est-ce qu'elle a changé dans l'esthétique de toute cette musique. Voilà, on veut être juste mieux connu, pas plus connu. Est-ce que justement, il y a un truc que tu dis qui est hyper intéressant, dans le truc où tu veux que cette musique, elle reste un peu brute, elle reste aussi pas marginalisée dans le sens négatif du terme, mais dans ce truc de par nous, pour nous, il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, le rap, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu dénué de son essence, qu'il n'est plus forcément contestataire. Moi, je ne suis pas du tout de cette opinion. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de rappeurs, que ce soit Kalash Criminel, que ce soit même Caris à l'époque, qui faisait énormément de retournements stigmates et qui était très politisé. J'ai l'impression que, justement, on a plus un parti pris de nouveaux rappeurs qui veulent dire des choses, que ce soit comme Costa, que ce soit même comme Youssef Swat, où on a ce regain de rap dit conscient. Moi, j'aime pas forcément cette appellation, parce qu'en vrai, tu peux tout et rien mettre dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est en effet ce cas, ou est-ce qu'au final, non, pas tant ? Moi, déjà, je pense que ça n'a jamais disparu en réalité. Par contre, je pense que on est beaucoup, et je m'inclus dedans, à y être plus attentif. Moi, je pense, et je me souviens, une fois, j'avais une discussion avec le rappeur Rimkash. Je sais pas ce qu'il devient, d'ailleurs, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et à un moment, on disait, enfin, d'une interview, il avait dit, le rap conscient, c'est plus à la mode. Et à un moment, on avait un peu cette croyance-là. Tu vois, vers 2010-2011, je pense qu'on en a beaucoup écouté, et qu'il y avait un peu ce truc, tu sais, ce vernis un peu poussiéreux sur un rap, ce qui me semble un peu aberrant à dire, mais sur un rap un peu engagé ou conscient, tu l'appelles comme tu veux. Et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de... c'est dépasser ça. Parce que je pense aussi qu'à un moment, on a beaucoup écouté, et je pense aussi qu'à un moment, il était effectivement à la mode et qu'il faisait partie du cosplay du rappeur. Je pense que dans les années 90-2000, il y a plein de gens qui avaient des morceaux engagés qu'il n'était peut-être pas forcément plus que ça. Tu vois, moi je pense qu'il y avait des... Ça me fait penser à ton dernier son où tu dis quand je dis de la merde, il pense que je dis un truc conscient. Pour le coup, Medine a toujours dit des choses, mais moi je pense que, tu sais, il y avait vraiment... Il y avait des passages obligés. Si tu rappais en 2006, t'allais à un moment avoir une rime sur Sarkozy, sur Marianne, et aussi, ça faisait partie. Et je pense que 20 ans après, t'as des passages obligés où tu parles du Gamos, du BBL, et de... Tu vois, je pense vraiment... Théodora arrive à faire les deux finalement. Oh mais elle est à part, elle. Mais tu vois, je pense qu'il y a un moment, il y a des éléments de langage qui apparaissent dans le discours
d'un rappeur à la mode. Et puis après, il y a des gens qui ont des convictions et ça bouge pas. Mais je pense qu'à un moment, il y avait vraiment ce truc-là de oh, ça nous ennuie. Est-ce Ça qu'il n'y nous a embête pas un un peu. côté peut-être intellectuel aussi? On avait l'impression que le rap dit conscient était forcément des belles phrases, se détacher un peu du rap dit de rue, et où justement avec l'arrivée de personnes notamment comme Caris qui arrive en disant les singes viennent de sortir du zoo, je pense à l'esclavage comme Ashton Cartier me pend au cou, ou comme Kalash Criminel qui dit fuck Vincent Bolloré, tu vois, où c'est vraiment très crash, très cru, mais au final le mec te parle de Thomas Sankara. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réadaptation? Je pense que Medine, t'es aussi un des meilleurs pour parler de ça, parce que l'évolution de tes albums montre ça aussi, tu vois. J'ai l'impression où t'as vraiment eu ce truc de vraiment faire des longs textes, notamment Les Enfants du Destin, qui étaient présents dans tous tes albums, et où là, même dans tes derniers sons, ils vont être peut-être plus courts, mais toujours aussi efficaces, avec toujours autant de positions. J'ai été dans la cible de tous les détracteurs qui justement bannissaient ce courant-là. C'est le rap de bibliothécaire. Ouais, t'as essuyé ces critiques-là, en fait. Exactement. Et je suis jamais tombé dans la foire d'empoigne et d'opposer ceux qui m'interpellaient, qui me clashaient parfois. Je suis jamais tombé dans cette foire d'empoigne parce que la plupart du temps, j'avais une vision un peu dézoomer de tout ça, parce que je me raccorde moi à cette culture de façon générale. Moi je suis quelqu'un de très hip-hop au final, quelqu'un de très rap, et le fait que tu te définisses en opposition à moi pour dire toi c'est du rap conscient, moi c'est du rap Kaira de rue et tout, et nique la bibliothèque et tout, etc., ne fais pas de toi un ennemi. Tu restes un frangin, on a la même sociologie sur plein d'égards, tu t'en rends pas compte tout de suite, et c'est là où là, mon côté ego trip ressort. Tu t'en rends pas compte tout de suite, mais attends un peu, tu verras que c'est nécessaire d'avoir une voix militante, une voix qui pose des arguments, qui continue à être lanceur d'alerte dans ce métier. Et donc je suis jamais tombé là-dedans. Et j'ai même fait pire. Je me suis approprié, moi, les courants, et pour ramener toujours un peu de texte, parce que j'aime cette musique, j'aime ce qu'elle devient, j'aime comment elle change, comment elle se transforme, et je me suis jamais défini en fait en opposition à un autre courant. Ça, c'est vraiment un truc d'observateur de cette musique, en disant mais il y a les singes savants et il y a les rappeurs de rue, quoi, il y a les Kaira, quoi, tu vois. Ça, c'était vraiment un truc de plateau TV, quand on sortait du milieu du rap, où il mettait en évidence un rappeur parce qu'il savait aligner sujet, verbe, complément, et on le valorisait. Certains se prenaient au jeu et finissaient par devenir ces singes savants, et puis peut-être même quitter cette musique. Hein, tu sais, il y a eu l'avènement du slam à un moment donné, oui, où le slam, c'était une espèce d'opportunité pour décorer et récompenser les rappeurs qui ne savaient pas rapper, mais qui... ouais, enfin, je suis désolé, le slam, c'est un peu ça, hein, pardon. T'es dur avec Abdel Malik, il avait des bons couplets. Je parle pas d'Abdel Malik. Mais sur NAP, il y avait des bons couplets. C'est ce que j'allais dire, c'est le mauvais exemple. NAP, il y avait des très bons couplets. Mais les gars étaient off-beat, il y avait pas de... En fait, il n'y avait pas de construction de punchline comme nous on le concevait, avec ce ton un peu laconique. J'ai détesté cette époque. Voilà. Et j'ai détesté le traitement médiatique, parce que je me souviens d'interviews et j'ai rien contre Grand Corps Malade qui fait sa carrière et qui a l'air d'être... Mais non, parce que je me souviens de l'interview vraiment où Laurent Veil sur le plateau du Grand Jean lui dit « Oh, on comprend ce que vous dites. Oui. » Et le sketch du Comte de Boudherbala... Ça c'est du rap. Regardez les rappeurs. Exactement. Faut faire comme ça. C'est ça qu'on nous disait, nous. Et ça, c'était à la télévision, hein, à 20h. On comprend ce que vous dites, vous. Et le Comte de Boudherbala, dans son sketch, quand il dit le Sam, c'est le cousin du rap qui a été à l'école, bon, ça m'a toujours... Je comprends que ça puisse faire rire des gens, et il pouvait me faire rire sur le sketch, mais ça m'a toujours dérangé, parce qu'en fait, ça met... le projecteur sur c'est une musique d'idiot. En fait. C'est le bon élève, et à côté il y a le hamar au fond de la classe qui ne sait pas aligner trois phrases, tu vois. Le pire, c'est que c'était même pas ça. Tu sais, c'est le gars dans une cour de récré qui voit tous ses potes jouer au foot, et c'est des freestylers de ouf, et ça fait des acrobaties de ouf, et que personne n'intègre, ou qui lui n'arrive pas à s'intégrer parce qu'il sait pas jouer au foot, qui finit par créer une autre discipline sur le côté, et tout le monde s'accorde à dire le nouveau foot c'est ça, en fait c'est ça le nouveau foot, tu vois, parce que là il joue sans brutalité, sans agressivité, vous taclez les gars, tu vois, c'est ça qu'on entendait nous avec le slam.
relire Kazé sur comment on est traité en tant que non-blanc, tout ça, quoi. Mais il me reste 2 questions, parce qu'après, on va prendre un peu les questions du public, je pense. Déjà, il y a un truc dont je voulais parler, c'est le fait que le journalisme est vachement critiqué, notamment le journalisme rap, par rapport au fait que il y a ces trucs comme quoi on travaille forcément avec d'autres médias, qu'il y a des subventions, que machin, que ci, que ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de critiques qui sont faites par rapport à l'idée que on va toujours même mettre les mêmes artistes en avant. On va pas émettre de critiques sur les dernières sorties. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie écoute aujourd'hui entre les médias et les rappeurs, ou que chacun joue un peu son rôle sans vraiment se connaître? Tu parles des médias spé ou des médias généralistes? Je parle des médias généralistes. Ah, mais généralistes, pardon. Bonne question. Donc le rapport des médias généralistes avec le rap, je les connais pas assez en fait, parce que moi, je pense que Medine les a bien plus pratiqués que moi. Donc, mais moi en fait, j'ai vraiment, mine de rien, je suis quand même dans des médias spé depuis le début. Au final, alors c'est effectivement Apple Music, c'est pas exactement l'abécédaire du son, mais dans l'absolu, j'ai l'impression moi un peu de faire le même type de contenu, de recevoir le même type d'artiste que je recevais au début. Donc j'ai un rapport qui n'a pas vraiment changé, si ce n'est, ce qui a changé, c'est peut-être le rapport à l'industrie. Parce que ça, c'est quand même une autre donnée qui rentre en compte au bout d'un moment. C'est oui, tu as forcément un moment des impératifs, des choses, une actu, une promo. Quand j'allais interviewer Joe Lucas à la BCDR, je m'en foutais qu'il avait un EP qui sorte ou pas. Tu sais, j'allais juste... Forcément, tu as un rapport qui change. Mais en revanche, je pense que mon lien il s'est plus renforcé avec les artistes au fur et à mesure, parce que forcément, je suis là depuis quelques temps. Donc je sais pas, moi, sur le rapport des médias avec les artistes, toi, je sais pas ce que tu en penses, vu que tu les as beaucoup fréquentés. J'étais en train de regarder où est-ce que je suis allé hier. Je suis allé chez Côté Club à France Inter. Ah oui. Avec Laurent Goumard. Exactement. Et j'ai été surpris, parce que ça taffe les doses, ça va au-delà de la fiche Wikipédia, ça va au-delà des a priori. La playlist que j'ai entendue là-bas, c'était niché. Vraiment, c'était vraiment niché. J'étais surpris d'entendre Ben PLG, on a parlé de H Jeune Crack, tu vois. Et je trouve que de la part de certains médias mainstream, il y a un vrai effort, une vraie volonté de rentrer en interaction et de comprendre cette culture, cette musique, d'en comprendre les codes, les sous-genres, les esthétiques. Il y a une vraie volonté. Bon, encore une fois, on parle de France Inter, qui est le dernier bastion. Et puis après, tu fais face à d'autres médias qui en ont rien à cirer et qui sont là pour le putacliquisme, quoi. Et, je sais pas, enfin, parle-moi de sujets de société, parle-moi de... Alors, les frères musulmans. Alors, qui sont-ils? L'entrisme. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrisme? En fait, t'es là comme un espèce de chroniqueur qui représenterait quelque chose dans la société civile, et on te demande de t'exprimer sur tout et n'importe quoi, alors que t'en es même pas l'expert. Parfois, enfin là, le piège... Mais tu as une barbe. Là, le piège, c'est de se prêter au jeu et de devenir un espèce de toutologue. Tu vois, je suis désolé, je pense à Rost. Vous voyez ce rappeur Rost, qui va sur CNews et qui devient un toutologue. C'est très très gênant, en fait. Et je crois que l'avenir nous réserve de grandes surprises, où des gens comme Rost vont être des toutologues sur les plateaux télé, et on va avoir des arrivistes représentés avec une sociologie des quartiers populaires et dire tout et n'importe quoi en ayant un peu la carte, je connais le rap, moi j'ai fait un album en 1937, tu vois ce que je veux dire? Ça va leur donner une légitimité, quoi. Bien sûr. Vous avez tous les... du coup, ça en revient un peu à ma dernière question. Vous avez tous les deux vu des générations différentes de rappeurs arrivés, des game changers, des grosses claques, des PNL, des Caris, Hamza, tout ça, des collaborations incroyables. Je pense notamment à Rimka avec Freeze Corleone, où tu vois l'évolution. Je pense à toi, Medine, qui arrive dans Nouvelle École, où ça donne vraiment des échanges incroyables. Est-ce que vous avez l'impression que le rap peut encore nous surprendre ou pas? Franchement, oui. Mais même c'est encore le cas. Après, c'est toujours pareil, tu sais. Tout à l'heure, Medine a dit quelque chose, a dit « J'aimerais bien que le rap
undergrandise, je sais pas comment tu l'as dit. Niche un peu. Mais, et en fait, moi je pense sincèrement que c'est le sens de l'histoire du rap à un moment. Je pense qu'on est arrivé un peu au bout de quelque chose dans cette espèce de domination mainstream. Je trouve que dans le rap mainstream, il y a plein de choses bien faites, mais moins de choses qui, moi, me parlent. Par contre, dès que tu creuses un peu, il y a plein d'artistes. TH et son chien robot. Pardon ? TH et son chien robot. Par exemple. Mais tu vois, TH et son chien robot, TH, quand je l'écoute, je l'ai déjà dit, mais quand je l'écoute, moi, c'est vraiment, ça me fait comme, sans les comparer, mais comme quand j'écoute Desporuti, comme quand j'écoute Sefiu la première fois, ou même SCH, je comprends pas et je me dis, il est bon ou il est éclaté. Et en fait, quand tu te dis ça, souvent c'est bon signe. Ouais. Parce que, oui, des fois, il y a, genre, quand la première fois que j'écoute, je sais pas moi, Alpha One, je vois direct qu'il est fort, tu vois. Genre, il y a des mecs, je vois direct qu'ils sont pas forts. Tu vois. Mais il y a un moment où, là, tu t'es bousculé, tu vois. Et donc, quand tu peux encore être bousculé alors que ça fait 10, 15, 20, 30 ans que tu écoutes une musique, c'est que cette musique-là et que ces artistes-là, ils ont encore des choses à t'offrir. Et puis, moi, je pense à la grande force du rap, c'est peut-être ce que certains critiquent, c'est-à-dire que c'est une musique un peu protéiforme et donc qui prend plein de visages différents. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que du coup, tu peux rapper sur un peu n'importe quoi. Donc c'est la musique la plus libre et la plus progressiste au monde, pour moi, le rap. En fait, et tant qu'elle le sera, cette musique-là ne mourra pas. Tu citais Théodora, c'est une rappeuse, même si effectivement elle touche à plein de genres différents, elle est plus que ça, mais sa base c'est ça, elle rappe, tu vois, elle rappe au sens moderne du terme. Son projet, il m'a tarté, vraiment, et genre j'y reviens tout le temps. Donc en fait, moi j'ai vraiment le sentiment que ce projet-là, peut-être je me trompe parce que j'aime bien m'emballer et dire des bêtises, mais je pense vraiment qu'on en reparlera dans plusieurs années, que c'est un moment un peu fondateur. Moi j'ai l'impression que Théodora, ça pourrait être la nouvelle Mylène Farmer. Peut-être que c'est une hot take, mais alors tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on dit ça de PNL aussi. Oui. Tu vois, non mais ce qui est pas forcément un mauvais signe, mais tu vois, c'est marrant d'ailleurs comme Mylène Farmer reste un peu une forme d'objet ultime, tu sais, pour un artiste français. Mais je sais même pas s'il faut la comparer, mais en tout cas, ouais, elle me choque et elle me surprend. Donc oui, mais comme très jeune Crack, très jeune, mais comme à Jeune Crack, il peut me surprendre sur des tournures de rimes. Tu vois, sur un rap qui est plus classique et encore parce qu'il rappe sur des prods qui sont parfois un peu chelous pour moi, mais lui dans sa manière d'écrire, de les prendre, il me surprend aussi. Donc oui, franchement, je suis optimiste. Moi, de toute façon, la musique. Ce qui est relou, c'est l'industrie, hein. C'est pas les artistes en fait. Tu vois, la musique, souvent, il y a toujours des choses intéressantes. Après, c'est comment, tu vois, l'industrie permet aux gens de s'exprimer ou pas, quoi. Et puis sur le plan aussi du contenu, je pense qu'on va être surpris. Le monde est tellement en train de changer. Je pense qu'on va être surpris en bien et en mal. Je crois qu'on va avoir des rappeurs full droitards qui vont se mettre à... Oui. Il y en a. Le problème, c'est qu'ils sont mauvais. Moi, j'ai peur du moment où ils vont être... Oui, il va y avoir un bon rappeur droitard. En fait, on va être surpris. Et en fait, le vrai moment de crainte pour moi, c'est quand des rappeurs genre identitaires vont devenir bons. Mais c'est ça, c'est un vrai moment de crainte. Pour l'instant, on fait face vraiment au fond de la cuvette. C'est ça. On est sur du Amandine du 38. Version ça rappe très mal. Hein. Ouais, c'est vraiment... Chaotique 747... Cro-Blanc. Millésime-K. C'est qui le mec avec une cravate là ? Millésime-K, voilà. On est vraiment sur du Amandine du 38. Mais par contre, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, et je pense que si demain il y a un bon rappeur d'extrême droite, il remplit des salles. Ah oui, moi je suis sûr. Mais c'est ça, il remplit des salles. J'en parlais, je crois que c'était avec Driver, on en parlait, je disais, je pense que c'est ma vraie crainte, de me dire, pour le moment ils sont tous éteints. Donc, tu m'as demandé ce qui serait surprenant, je pense que ça serait surprenant, mais en mal. Mais est-ce que ce serait si pour moi, ça me surprendrait pas malheureusement. Ouais, moi non plus. C'est ça le truc. C'est que moi, ça me surprendrait pas de voir un bon rappeur blanc. C'est là qu'il faut tenir une ligne en fait. Bien sûr. C'est là qu'il faut faire le tri et qu'il faut, parler de réappropriation culturelle quand c'est le cas et les dénoncer. En fait, il faut pas être attentiste, encore une fois, en cuisson de grenouille et se réveiller et dire oh, on n'a pas vu le truc arriver. Non, ça, ce sont des gens à mettre au banc de cette culture. Et il ne faut pas que ça devienne acceptable qu'il y ait des rappeurs qui soient compatissants avec les théories et les thèses d'extrême droite. Il faut absolument les dénoncer dès maintenant. Et quand ça s'ambiance sur du rap du côté extrême droite, il faut que les artistes se désolidarisent et dire
pas de mes morceaux dans vos meetings, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça tarde à venir quand même. Bah, ça me fait penser notamment à Kerry James lors des Flammes, qui est arrivé en disant, en recitant Youssoupha, en recitant Lino, en disant qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Et je sais pas comment les gens dans la salle l'ont perçu, mais moi j'avais vraiment ce point de vue en mode, les gars, enfin... C'est aussi à vous que je parle. Le mec, Sid Baki, il est pas du tout rappeur en disant lui, il prend position. Donc peut-être à vous aussi, à ce moment-là, de prendre position et peut-être que, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, mais de dire, bon mettez-vous un peu une claque parce qu'à la base il y a quand même ce truc-là, même si le rap n'est pas que contestataire, mais comme tu le disais, le fait d'exister aussi sur la place publique, pour moi un mec comme Naps, son existence, elle peut être politique aussi, mais il faut mettre les limites et là c'est aussi à vous de les mettre. Conclusion avant de prendre les questions du public. Le rap, il a gagné, mais il a gagné quoi, du coup? Moi, c'est ça la question que je me pose. Beaucoup d'argent. Le capitalisme, finalement, c'est ça. C'est encore lui qui a gagné. C'est encore lui qui a gagné. Non, je pense qu'il... C'est un peu le sujet du livre, mais ouais, il a gagné, je crois, en tout cas. Pour moi, sa grande victoire, c'est qu'il s'est quand même affranchi de certaines obligations. À l'époque, pour justement vivre dans le rap en tant qu'artiste, il y avait quand même des passages obligés, il fallait passer par certains médias, il fallait passer par certaines radios. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin. Je sais pas moi, quand Medine il fait des promos dans certains médias, je sais pas vraiment ce que ça lui. Est-ce qu'il y a un effet immédiat dans les ventes? Je suis pas sûr. C'est plus du travail sur le long terme. Mais en fait, aujourd'hui, Medine il vend des disques ou il stream quand il communique lui, en fait, auprès de sa communauté. Et oui, si demain il fait une grosse promo qui cartonne, ça va avoir un impact. Mais je veux dire, aujourd'hui, qui dans les médias, enfin, tu vois, c'est assez rare. Donc je pense que ça, là aussi, la victoire du rap, c'est que mine de rien, aujourd'hui, les artistes, ils sont indépendants. Pas forcément contractuellement, mais il y a quand même une forme d'indépendance vis-à-vis de certains impératifs que d'autres avaient. Il y a des artistes qui sont indépendants depuis toujours, comme Medine, donc qui n'a peut-être pas vraiment vu de différence là-dessus, mais je pense que pour toute une partie du rap, effectivement, il y a cette victoire-là. Peut-être au niveau même de la fanbase, parce que, comme tu le dis, Medine, il est indépendant depuis toujours, il a une fanbase qui est solide depuis toujours, là où tu as beaucoup d'artistes qui vont avoir cette même phase. Je pense à Danil, qui est en expansion, le mec, il a fait un Olympien, il y a des gens qui ont dormi la veille à l'Olympia, tu vois, et où tu vois que le mec, il fait pas de promo de fou, enfin, il est sur Twitch, il fait ses sons, machin, mais la fanbase est vraiment solide et je pense que c'est aussi la force des artistes indépendants, là où des artistes sous grosses maisons de disques, ils vont avoir une fanbase mais qui va être peut-être plus fluide, volatile, c'est ça, tu vois. Exactement. C'est exactement ça. Pour moi, le rap, il a gagné en indépendance et en confiance en soi, où là, on commence vraiment à comprendre que notre culture est appréciée, aimée, regardée et qu'on a tout intérêt en fait à se raccorder. Générationnellement parlant, la cérémonie des flammes fait ce genre de choses-là. Ils font l'effort de mettre des flammes éternelles, ils font l'effort d'avoir un propos politique, ils font l'effort d'essayer de représenter tous les sous-genres de cette musique. Donc on a gagné en confiance en nous, au point où on peut faire des contrefaites maintenant. et ça, c'est une vraie victoire. L'indépendance des modèles économiques également, de pouvoir se réapproprier sa propre économie, de rester libre dans la façon de communiquer. Je pense à PNL, mais je pense à Lelo aussi. Bien sûr. Lelo, tu cites Lelo dans des cercles, personne ne le connaît. Moi, c'est un des derniers concerts que j'ai vu qui m'a mis la plus grande balayette du rap français de ces 10 dernières années. Donc c'est pas rien d'avoir une indépendance artistique au point de faire un concert tous les je sais pas combien de temps et d'envoyer le paquet, de créer une vraie expérience immersive. Je pense qu'à une époque, c'était pas possible ça. Et le rap gagne quand il permet à des artistes de redevenir maîtres de leur création. C'est beau. Incroyable. Bah, merci beaucoup, la famille. Merci. On va prendre peut-être deux questions du public, une ou deux questions, parce que je sais que toi, après, tu dois pas trop tarder, quoi. Je crois qu'il y a un truc. Tu sais ce que je vais faire? Vas-y. Dis-moi, je crois qu'il y a un truc. Je vais rapper. Ouais, je crois qu'il y avait un truc. Je vous laisse répondre aux questions. Allez, let's go, faisons ça. On fait ça? On fait ça. Allez, let's go. Envoyez l'instru, s'il vous plaît. Je suis plus qu'un rappeur, je suis un écrivain. Quand je vais entendre un disque, j'en écris un. Je suis un bovin, élevé au grain. Pas comme CMC à l'été au Fossin, chronique 2001. Dans la mémoire, à l'époque où le meilleur rappeur était un blanc et le meilleur golfeur était un noir. Ils disent que le rap est mort mais Tupac est toujours en vie. Je serais pas surpris de le voir un de ces jours en vie. Dis leur biographie en lecture rapide, j'aurais dû congeler les ovules de Mélanie. Mais nique les clones, on n'a pas les mêmes codes.
c'est mon inspecteur académique de nouvelle école. La première chose qu'un rappeur doit faire, c'est de trouver une autre source de revenus. Quitter la rue, trouver une sécu, serrer la ceinture tout au début. Jamais c'est use pour une couverture, pour être à la une de la cover iTunes, garder sa nature, mais faire des thunes. Bel et au stade, aux médias rap, la plupart d'entre eux sont des rats de stars. Ce sont nos fans qui mettent dans des cases, qui ne sont que des arbitres de catch, puristes de base, qui jouent les DA comme un téléphone fixe qui fait des snaps. Pour eux faut que tu saches, une carrière qui marche, c'est quand ça dépasse la durée de vie d'une brique de lait. N'est pas la haine cousin, fais-moi leur N plus un. Dernier bouquin qu'ils ont lu, c'est livre d'entretien de l'Audi A1. Eux et moi ça fait deux, frère on se rappelle plus d'eux comme FFP2. J'écoute pas leur album deux fois, j'écoute leurs albums en fois deux. Les producteurs sont des rappeurs ratés, mais c'est aussi le cas de la plupart des rappeurs. Ils pensent qu'à niquer les consommateurs, ils portent leurs préservatifs sur le cœur. Les patrons de major, on les préfère. Bouche fermée mais chéquier ouvert. Je vais ouvrir un numéro vert, faire l'inventaire de ces gros pervers. J'arrive, 1, 2, 3, reste en 3. Juste avant je les ai laissés croire. Eux ils ont cessé de croître dans leur crâne. Leur carrière dans le fond du C3, leur carrière dans le fond du G7. L'ingé son, l'ingé C, l'ingé C. Conteneur CGM, CMA. Dans la mémoire de mon GSM, Stentor. Putain j'aime trop les cuivres, putain j'aime trop le peura. J'ai gagné des points de vie, j'ai gagné des points d'aura. Je sais que me battre, je ne sais que les battre, je ne sais que les bastonner. C'est pas que du rap, c'est gros QI rap. Et toi tu rappes pas dans les temps, faut clearer le sang, monter la créance, à l'assassin. Je sais que le temps m'a grisé les tempes, c'est pas pour autant que je les monte pas en l'air. Tu sais petit, que tous les ans, je suis dans le casting des 11 rappeurs à suivre. Mon management c'est le plus influent, dans le top 100 c'est le premier de la liste. 90 BPM, mon cœur bat sur le rythme. Et même quand je pleure en rime. La cérémonie des flammes se termine à minuit. Mais le mariage au rap c'est pour la vie, faut pas que tu t'inquiètes. Si t'es quelqu'un dans la fame, au canon silencieux je te t'aide. Gros QI rap dans la tête, pas là pour être un même ou une traîne. 20 ans de carrière et crois-moi je vais pas lâcher. Si je marchais sur l'eau les journalistes diraient je sais pas nager. Quand je dis Elhamdoulillah ces connards me disent à tes souhaits. T'as mis 100 ans à pousser, je vais mettre 20 minutes à te suer. C'est que du rap conscient, t'as jamais le compte en banque en excédent. Y'a que Michael Jackson qui passe de pauvre et noir à riche et blanc. Y'aura bien plus de gens quand on va me prendre qu'à mon couronnement. Veuillez laisser le rap en sortant comme il était propre en rentrant. Merci. Attendez. J'en fais une dernière parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit Mehdi. Mes ancêtres étaient dans les tranchées en première position. Moi je veux être dans la dernière tranche d'imposition. Nique le diplôme hip-hop, c'est nous qui faisons la leçon. Qui prétend vraiment perdre une carte sans faire opposition. Je parle la langue de Molière, ils comprennent la langue des mots là. C'est l'hôpital, la salpêtrière qui se fout de la charia. Analyse, ils disent que le français j'analyse. Pourtant je pourrais même baquer l'hymne belge si ces dames sont à la ligne. Au karaoké chante la vie en pink de Nakamura. Et j'oublie jamais de peindre en dehors du cadre mural. J'ai tous les packs et tout installé, je vais vraiment pas blaguer cette année. Je suis pas au sol, j'ai un bon sol comme un lutteur dagestanais. Ils sont par terre comme le leader de Debout la France. Tu sais c'est qui l'auteur de Bambou la chant? Un sénateur LR, auteur de l'attaque sur le stream. T'ajouteras ça au dog d'M6, jamais sorti sur la triche. Je fais le pressing comme l'appli qui trace les jets des ultra riches. Le rap un manteau de pauvre qu'on pose sur des épaules de riches. Rime riche comme dirait le comte de Boudherbala. J'suis fils de Pougnoul comme Boudère et Jordan Bardella. J'suis un filtre des Hajim sur Notorious B.I.G. Toi va jouer la dépressive en écoutant Billie Eilish. Ils m'ont dit Medine, t'es plus média friendly. Alors je donne des cours de média training. Alors coach de média training. Attends c'est pas fini. Quelqu'un veut connaître ma définition d'une clique? C'est sa bouche quand y a embrouille, que tout le monde porte ses couilles quand ça douille. On t'attend plus comme l'album de la Ligue. On s'est trop pris pour Ice Cube, pour Dr Dre ou pour Snoop. C'est le detox de Carrefour. De toute façon le rap ça a trop changé. C'est que des gens friqués qui écoutent des ex-fauchés se gentrifier. De gentils gars genre Gendry des Halles, ça leur fait croire le temps d'un son qui partage notre itinéraire social. Ils viennent diguer nos idées, puis disent qu'ils les ont décidées. La seule fois qu'ils sont venus au check, c'est pour la dictée des cités. Que des boucs distingués, s'ils s'exhibaient comme Louis C.K. Un racisé, on l'aurait déjà décimé. C'est bientôt fini. Ah ouais, ça c'est sûr. Je croyais que les médias c'était comme le port salut, c'est écrit dessus. Mais y a pas beaucoup de rock chez Skyrock ni de gens du Sud, à Radio Sud. Chez France Info, y a 2 mensonges dans leur nom. Quand je dis que je viens du Havre, c'est qu'on me classe dans la musique du monde. Pour eux, je suis qu'un polémiste. Si
j'ai des jumeaux un jour, rien que pour les faire chier, je les appelle polémiques. Cherche pas de dog whistle dans mon rap de niche. Y'a qu'à ma circoncision qu'on a séparé l'homme de l'artiste. Hey, trigger warning, made in en trending. Quand t'es en apnée dans une sauce, moi je suis en apnée. Je suis reconverti en média training. Master en gestion de crise déposé à l'INPI. Merci à tous. Je vous laisse en très bonne compagnie avec Tata Drapi, Mehdi Maizi. Faites-leur un bon accueil. Montrez-leur que au Havre, il ne pleut que sur les cons et qu'il y a toujours du soleil dans les cœurs. Du bruit pour Mehdi! À la prochaine. Incroyable. Trop fort. Point faible, trop fort finalement. Mehdi, il a rappé à côté de nous, t'as vu? Je suis émue un peu, t'as vu? Un peu. Hein. Je l'ai écouté toute ma jeunesse et tout. Je suis waouh. Est-ce que vous avez des questions, la famille, après ce beau moment? Ah ouais, il y en a une qui arrive vite, ça veut dire qu'il y en aura beaucoup, ça. Bonjour, moi je voulais te remercier déjà de Mehdi Maizi d'avoir sorti ton livre sur la fabrique et je voulais savoir comment c'est venu de travailler avec ces maisons d'édition qui est vachement militante et comment tu fais au quotidien pour te préserver de l'industrie parce que vous parlez beaucoup d'industrie et moi j'aime pas trop qu'on parle de musique en tant qu'industrie et de l'art en tant qu'industrie et sachant qu'en plus tu bosses pour un GAFAM, voilà, c'est pas un tacle, hein, c'est juste une question. Non, mais je peux comprendre que ça éveille des questions de sortir un livre chez La Fabrique quand on travaille... C'est moi ça? Non. C'est ta question en fait. Quand on travaille chez Apple, évidemment, je comprends que ça puisse poser des questions. Comment ça s'est fait avec la... Je crois que tu as fait tomber ça. Comment ça s'est fait? Ça vient d'eux. En fait, il y a une personne qui s'appelle Stella qui travaille là-bas... depuis longtemps maintenant, depuis quelques années, et qui en fait suit mon travail depuis longtemps, et donc ça a été beaucoup de discussions. En fait, moi n'écrivant plus vraiment depuis longtemps, en fait, j'avais pas forcément ni le temps ni l'envie, puis elle a eu les bons arguments, puis j'étais aussi honoré qu'elle vienne vers moi. On m'avait proposé avant de réécrire, parce que j'avais sorti un livre en 2015, mais on était revenu vers moi de la part de plus grosses maisons d'édition pour faire ce qu'ils appellent des beaux livres, tu sais, les trucs que t'offres à Noël, mais où t'écris. Enfin, j'avais pas envie de faire ça. Donc c'est vraiment plus une rencontre avec elle. Voilà. Et après sur la partie industrie, moi effectivement, je parle. Il y a l'art, il y a l'industrie, et en fait, c'est un peu. Quand tu travailles dedans, c'est un peu indissociable malheureusement, puisqu'en fait tu travailles avec des labels qui te contactent, avec des attachés de presse, et y compris pour un artiste comme Medine, tout indépendant qu'il est, je pense que lui aussi il a forcément un rapport avec l'industrie, avec des labels, avec tout ça. Donc comment on s'en protège? Moi, tu sais, je pense avoir quand même la chance d'avoir une position assez privilégiée, dans le sens où en fait, mes liens, mes contacts avec l'industrie, c'est des gens qui viennent pour me proposer des artistes dans les interviews. J'ai pas de relation financière, je produis pas des artistes, donc je suis pas heurté aux mêmes difficultés que Salsa qui crée Dean Records à l'époque et qui, tu vois, se heurte vraiment. Moi, je suis quand même assez protégé de ça. Je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, mais je suis assez protégé de ça. Et même, tu sais, pour les éventuelles questions qu'il peut y avoir sur Apple, tout Apple que ce soit, en France, en fait, on est assez peu. Donc j'ai une forme de liberté totale sur les artistes que je reçois, contrairement à ce que parfois des gens croient. Donc en fait, je suis même là, assez privilégié. Je ne sais pas si j'y serai tout le temps. Donc ça changera peut-être demain si je travaille ailleurs. Mais en tout cas, chez Apple, franchement, j'ai jamais été contraint de faire quoi que ce soit. On m'a jamais imposé. Et en fait, c'est une boîte qui, localement, l'équipe Apple Music en France, c'est même pas 10 personnes. Donc c'est assez petit. Donc je suis assez moi seul sur la partie éditoriale. Donc je me sens assez libre en fait et privilégié en fait. Donc j'ai pas vraiment de problème avec l'industrie là-dessus. Pas obligé de. Vraiment, je pense pas que une petite main. C'était juste pour parce que Medine a eu des applauses, donc vous avez voulu. Mais ouais, parce qu'il en a eu une et toi zéro. Ouais, c'est pour ça. Donc là, ils ont voulu rééquilibrer. C'est gentil, c'est gentil. Alors bonjour à tous. Je voulais revenir sur un passage du livre où tu parles des artistes qui sautent certaines étapes au niveau des salles de concert
Et notamment, je pensais à Boost qui a annoncé un Bercy du coup récemment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça va être un réel problème plus tard pour l'industrie? C'est une bonne question, effectivement. Aujourd'hui, le succès de certains artistes très rapide fait que déjà, tu peux signer en maison de disque pour beaucoup d'argent. Pardon de parler encore d'industrie, hein, parce que c'est une réalité et que ça crée des problèmes, mais pour beaucoup d'argent alors que tu as une carrière de 3 mois. Donc du coup, tu as des artistes vraiment de 18-19 ans qui signent pour des sommes indécentes. Et donc c'est trop... Donc forcément ça dure pas, c'est mal géré, etc. Et effectivement, plutôt que de commencer step by step, ils ont la capacité d'annoncer un Bercy, un Zénith ou plus. Et donc effectivement, Boost, c'est assez surprenant, même s'il a un succès de superstar. Hein. Donc en fait, si tu regardes uniquement les chiffres, c'est pas déconnant. Si tu regardes sa carrière, c'est un peu surprenant, effectivement. Moi, j'aime bien prendre le contre-exemple de Tiakola, qui pour le coup, qui a fait un Bercy cette année, enfin 2, hein, si je dis pas de bêtises, qu'aurait pu en faire un il y a 3 ans, en réalité, mais qui a décidé d'y aller étape par étape jusqu'à être quelqu'un de très fort sur scène. Je connais bien son tourneur pour le coup, parce que j'avais le même quand je faisais des soirées à l'époque. Et donc j'étais là, la première date de Tiakola, c'était à Rennes, dans le cadre d'un festival. Et déjà, bon, il avait un truc, parce que c'est Tiakola et qu'il a un truc assez immédiat, mais c'était vraiment le tout début, il était encore un peu timide. Aujourd'hui, on le voit sur scène, c'est vraiment un artiste de scène. Donc il a pris le temps de le faire. Effectivement, j'ai un peu peur de... ces artistes qui ont des succès très rapides et qui annoncent des salles énormes alors qu'ils n'ont jamais fait de scène, jamais. Et là on est de plus en plus confronté à ça, donc c'est un peu une aberration, mais encore une fois c'est possible, donc les gens le font en fait. Et on a eu ça aussi avec paix à son âme, Ouai Renoir, qui a aussi lui finalement qui a eu un succès immense rapidement et qui a aussi fait des grosses salles tout de suite. Et peut-être parce qu'aussi il y a cette envie-là, je pense, de quand tu es une grosse star, tu vas pas faire une cigale. Donc c'est un peu cette aberration-là. Et oui, c'est assez préoccupant sur la suite et sur même la qualité seulement des concerts qu'on va avoir dans les prochains mois et prochaines années. Ouais. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent et qui ont un succès rapide et qui n'ont pas forcément de culture scène. Ça aussi, il faut le prendre en compte, et c'est même pas une critique, ou qui n'ont pas de culture scène ou festival, parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas eu l'occasion d'aller en concert, ils n'ont pas eu l'occasion d'aller en festival. Moi, j'avais pas du tout la culture festival, par exemple. Le premier festival que j'ai fait, c'était à 30 ans en tant que journaliste. Et je pense que c'est le cas d'énormément d'artistes, et qui, quand ils ont du succès, sont bookés sur ces choses-là, et n'ont pas forcément le temps de se préparer, n'ont pas de coach scénique, etc. Donc c'est toute une autre part du métier qui leur arrive un peu rapidement dans la tête et qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'appréhender en fait. C'est difficile aussi, je pense, d'être bon partout. Tu vois, d'arriver, de faire des scènes directement, c'est du travail. Tu as des artistes qui vont être incroyables en CD, d'autres qui vont être incroyables sur scène, mais que tu vas pas forcément écouter en CD. C'est la diversité dans ce métier est hyper importante et à la fois hyper compliquée. Mais par contre, la scène, ça se travaille. Bien sûr. Donc tu peux être très mauvais au début et devenir bon. J'en parlais avec Vislo, qui est donc membre du Science Super Crew et qui est aussi coach scénique, hein, c'est son travail aujourd'hui, et qui me racontait comment certains artistes partaient vraiment de zéro, et c'est le cas de Tiakola avec qui il a travaillé, et qui sont devenus aujourd'hui très forts sur scène. Donc tout dépend de comment toi aussi tu as envie d'appréhender cette partie-là. Ça me fait penser à Tiff, notamment pour la petite anecdote. Moi je l'avais vu la première fois, il était en première partie de la première partie de Medine. C'était Younes en première partie et Tiff, du coup il avait ramené Tiff en première partie, et c'était je pense son premier concert où tu voyais que Miskin il bégayait un peu, enfin mais normal, premier concert, et je le revois je crois 2 ans après à Yardland, le mec il arrive, c'est showman tu vois, donc ça montre que avec du temps, avec du travail et de la volonté tu y arrives, mais ça reste compliqué, et du coup je comprends aussi que certains artistes soient en mode attends, je me prépare et ensuite j'envoie les 10 ans d'or noir quoi. On va prendre une dernière question la famille. Il y a une petite main juste là. Je vois pas très bien, je suis désolée, je suis myope. C'est la dernière, ça y est, on est parti. Et ouais, il reste 10 minutes. Hein. Bonjour, ma question c'était sur comment les artistes âgés gèrent le changement des mouvements musicaux. Par exemple, Medine, il l'a fait très bien sur son dernier album, mais La Fouine, pas du tout, par exemple. Comment est-ce qu'on gère la balle? Je suis pas d'accord non plus. Ouais, je suis pas d'accord sur cette balle perdue pour La Fouine. Il n'a rien demandé, le pauvre. C'est vrai, mais comment est-ce qu'on gère le jeunisme, par exemple? Non, ça, par contre, oui. Du coup, je comprends ce que tu as dit. Oui, moi aussi, je comprends. Mais alors déjà, moi, j'ai 2 trucs sur La Fouine, parce que quand il a fait le dernier Capital du Crime, c'est vrai que moi, j'étais un peu critique, parce que d'habitude, il ramène des artistes qui... Enfin,
à l'époque, il ramenait des artistes vraiment émergents qu'on connaissait pas forcément. Là, pour le coup, il a ramené que des superstars, ou limite c'était lui qui arrivait en mode bon voilà. C'est vrai que ce projet, j'étais pas forcément emballée, mais sur État des lieux, moi j'ai trouvé incroyable l'album État des lieux. J'ai trouvé très bien aussi. Justement, il se détache complètement du jeunisme, il fait ce qu'il sait faire. Lettre à Diane et Bouna, c'est incroyable. Les feats avec Nino, ils sont vraiment cool. Les feats avec Merveille, on aurait dit justement du Lafouine 2011, refrain chanté comme avant. Donc non, j'ai trouvé l'album très bien. Maintenant, je comprends la question et elle est archi pertinente parce qu'en fait, le problème du discours autour du rap, c'est que c'est une musique de jeunes. C'est ce qu'on dit. Et c'est le cas dans le sens où c'est tout le temps des jeunes artistes qui viennent et qui changent cette musique-là. Et tant que les jeunes continueront encore à considérer le rap comme leur musique un peu de prédilection, cette musique-là, elle sera encore vive et elle sera encore en renouvellement constant. Mais on peut aussi être effectivement plus âgé et faire du rap. Et moi, je crois qu'on arrive, dans le rap français en tout cas, à un peu la première génération d'artistes de quadragénaires, 45-46 ans, qui continuent à avoir des carrières sans forcément justement chercher à se dire c'est quoi la dernière tendance. Parce qu'en fait, on parle de Medine qui s'est adapté, mais il va pas n'importe où non plus. Je pense que quand tu écoutes Medine depuis 2004, si tu écoutes Stentor, tu te dis pas il fait n'importe quoi. Ça reste en fait assez cohérent, même s'il a modernisé sa formule. Je pense que d'autres artistes, quelqu'un comme Youssoupha, j'ai adoré moi le dernier album de Youssoupha, aujourd'hui il cherche pas à correspondre à une tendance actuelle, sans faire non plus du rap de vieux. Je pense qu'il fait du rap qui lui ressemble, qui correspond aussi à ce qu'il écoute, à ce qu'il a écouté, à ses références. Et je pense qu'aujourd'hui on a ça qui est possible. Donc je pense que tout dépend aussi de comment toi tu te vois dans le rap, parce qu'il y a aussi, le rap c'est aussi pour certains le rap game, donc une compétition. Donc quand tu as vendu des tonnes d'albums dans ta vie, est-ce que tu acceptes à un moment, en prenant de l'âge, de plus être la personne à la mode et d'en vendre moins? Et je pense que ça peut être, on peut voir ça comme de l'ego mal placé, mais je pense que c'est une vraie considération dans la tête de beaucoup d'artistes. Et donc quand on parlait de jeunisme, je pense qu'effectivement quand le cas de Lafouine sur Capital du Crime, il est pas revenu depuis longtemps, il a un buzz, ça a été une superstar Lafouine. Si tu reviens, tu peux pas revenir un peu en demi-teinte. Donc je pense que dans la tête de beaucoup d'artistes, il y a ça, cette espèce de compétition, de toujours être dans le top. Et je pense que des artistes, avec le temps, se détachent de ça. Je pense que c'est complètement le cas de Youssoupha. Je pense que Youssoupha, qui a tutoyé des sommets à l'époque de Noir Désir, etc., qui a vraiment vendu beaucoup d'albums, je pense qu'aujourd'hui, il est en paix avec le fait d'en vendre peut-être 5 fois moins, mais d'avoir sa carrière à lui, d'avoir son public, de remplir ce salle. Donc tout dépend aussi de toi, comment tu te comportes par rapport à ta propre carrière et qu'est-ce que tu veux chercher. Et je pense que pour d'autres artistes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont tout le temps en compétition un peu avec les autres ou avec eux-mêmes. Et je pense que tu as plein d'artistes, je pense notamment à Orelsan, qui lui a très bien adapté sa carrière avec ses considérations et ses problématiques actuelles. Je vais pas être forcément la personne qui va être touchée par ça, mais je trouve que son évolution, le fait qu'il parle de sa meuf, de pas arriver à faire d'enfant, en fait c'est intéressant. C'est cohérent avec ce qu'il vit. C'est voilà. Ça, et puis c'est aussi des sujets qu'on va pas forcément aborder dans le rap français et tout. Tu prends même des exemples comme Rimka, tu vois, lui il est toujours alerte de tout ce qui va se faire et tout, et je pense que c'est de la curiosité aussi de la part des artistes de vouloir savoir ce qui se fait, de pas justement avoir cet ego un peu mal placé, mais c'est justement quand t'es quelqu'un comme Rimka ou comme Youssoupha, ça y est, t'as fini le game, tu vois ce que je veux dire, tu ne peux que être sûr de tes appuis, là où peut-être d'autres artistes, quand tu parles de jeunisme, vont avoir encore un peu des angoisses et vont se dire qu'ils ont des choses à prouver alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Et vas-y, je t'écoute, dernière question. La question que je me pose aujourd'hui, c'est en tant que femme, comment on se positionne en fait dans ce monde, dans le monde du rap, et comment on le vit en tant que femme et en tant que rappeuse en fait. Ça m'intéresse de savoir. Alors moi je suis pas rappeuse, mais comment... Pas encore peut-être. Pas encore. Parce que ce soir on a cité beaucoup d'artistes masculins en fait. Enfin, c'était Théodora quand même. Oui, c'est vrai, c'était en minorité. Non mais bien sûr on l'a cité, et ça il y a aucun problème. Et heureusement, mais... Voilà, c'est juste la question que je me pose Alors, voilà. Moi, ma réponse, elle est peut-être un peu bête, mais en fait, le rap, il est misogyne comme la société, et c'est le reflet de la société. Nonobstant, il y a beaucoup de rappeuses qui sont très talentueuses. Je pense à Le Juice, je pense à Meryl, je pense à Théodora qui est arrivée en fanfare. Enfin, vraiment, il y a plein d'artistes qui sont émergentes ou qui sont déjà dans le game. Maintenant, il y a un vrai truc aussi, c'est que, en fait, quand tu es dans un art qui est le reflet de la société, tu vas subir exactement les mêmes problèmes que dans la société, c'est-à-dire la misogynie, le fait de ne pas être mis en avant, le fait de ci, le fait de ça. Il y a beaucoup aussi de gens qui, quand parlent de rap
ils disent le rap féminin, il n'y a pas de rap féminin, ou qui attendent des nouvelles Diams, mais en fait, spoiler, des Diams, il n'y en a eu qu'une, et même elle, à son époque, il n'y avait aucun mec qui lui arrivait à la cheville, et donc... C'est comme si à chaque fois qu'il y avait un nouveau rappeur, on dit « Ah, est-ce que c'est le nouveau Booba ?» C'est ça. C'est une pression, genre Diams, c'est beaucoup trop haut, tu peux pas mettre ça sur la pression d'une jeune artiste. Tu vois. Et donc, moi, pour répondre à ta question, en tant que créatrice de contenu rap, franchement... Alhamdoulilah, j'ai jamais été aussi bien accueillie dans un milieu. J'ai toujours travaillé avec des gens super, que ce soit des hommes, des femmes. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'ombre, tu vois, qui vont être journalistes, qui vont faire plein de trucs et tout. Et en fait, c'est à nous, je pense, de leur donner de la force. C'est aussi à l'auditeur d'aller chercher et de pas être que dans ce truc de ah bah tiens, je vais écouter ce qui passe à la radio, parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs qui passent et qui sont vraiment cool, que ce soit Meryl, enfin il y a tellement d'artistes qui sont fortes en tant que Vicky R, enfin vraiment il y a plein de meufs incroyables dans le rap, et je pense juste que on doit rentrer par la porte de la force, comme on est rentré par la porte de la force dans plein de milieux, dans plein de trucs de la société, quoi. Pour apporter, évidemment je ne le vis pas de la même manière que toi, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue extérieur, quand on regarde le rap, effectivement, c'est quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus masculin que féminin. De l'intérieur, c'est effectivement pas vraiment le cas, puisque quand on parle avec des personnes en label, des journalistes, etc., et puis on connaît plein d'artistes féminines qui existent et qui sortent de la musique toute l'année. Par contre, là où il y a une responsabilité, et je m'inclus dedans comme tous les autres, c'est aussi de la part des médias. Parce qu'en fait, le problème, à mon avis, aujourd'hui, c'est que les médias sont beaucoup moins influents qu'à une époque, et qui sont énormément dépendants de ce que le public veut à un moment donné. Et j'ai l'impression, mais là encore je me base pas sur des datas très fiables, mais moi quand je regarde ne serait-ce que l'audience de ma chaîne YouTube par exemple, elle est majoritairement masculine. Et c'est pareil sur mes réseaux, etc. Ça vaut pour moi, hein, je sais pas pour les autres, mais ça vaut pour moi. Donc quand il y a des femmes sur ma chaîne, qu'elles soient journalistes comme Sandra Gomez qui apparaît régulièrement, ou des artistes rap, les commentaires sont beaucoup plus violents et stupides. C'est même pas qu'ils sont plus violents et stupides, c'est qu'en fait, il y a des commentaires qui n'existent pas quand il y a des hommes qui sont invités. Donc je pense qu'il y a une partie du public qui est beaucoup plus hermétique à la présence parfois de femmes, et que c'est aussi du coup notre rôle, nous médias, d'aller contre ça. Et je pense que là, il y a un vrai travail à faire sur... la plupart des médias sont tellement en situation de précarité parfois qu'ils disent on veut des artistes qui vont nous assurer un taux de clics et des vues, etc. Donc c'est pas beaucoup, tous les médias fonctionnent comme ça, sauf quelques privilégiés qui sont pas... Donc, et comme aujourd'hui, très peu d'artistes féminines sont portées massivement par le public, donc quand il y en a une comme Théodora, heureusement, elle donne pas trop l'heure aux médias. Elle a raison, parce qu'elle en a pas besoin, mais là, tout le monde veut Théodora en interview parce qu'elle marche. Et des fois, je pense, des gens sans se poser la question de est-ce qu'elle est talentueuse ou pas. Donc, il y a un peu cette aberration-là. Et donc, c'est un travail global qu'il faut faire. Maintenant, moi, j'ai le sentiment, j'aime bien voir le verre à moitié plein, parce que j'ai le sentiment que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes, en fait, et ne se posent moins de questions sur le genre de la personne, son orientation sexuelle. Enfin, je pense vraiment qu'il y a toute une nouvelle génération qui me semble, j'espère ne pas me tromper, beaucoup plus ouverte que notre génération l'était. Je prends une artiste, j'étais avec elle en plus hier, comme Lala Ace, qui est une femme ouvertement lesbienne. Ça pose pas de problème dans le milieu du rap aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes générations. Il y a 20 ans, une artiste qui se définissait comme ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Donc j'aime bien voir ce genre de signaux comme, j'espère en tout cas, des signes positifs vers un public qui sera plus inclusif qu'aujourd'hui. Puis il y a aussi un truc, je vais finir sur ça, mais on en parlait notamment avec Sandra, c'est qu'il y a ce truc de la part des médias, mais aussi du public, de la meuf du moment. On en parlait avec Sandra, le fait que, donc elle c'est une journaliste rap vraiment incroyable et tout, et pendant un moment ça a été la meuf rap du moment. Et elle était en mode, mais moi je ne veux pas être cette meuf rap du moment, je veux que mes russes elles arrivent, elles s'assoient à ma table et on est ensemble et c'est cool. Pareil avec Shay, c'est la meuf rap du moment. Mais en fait, il n'y a pas que elle, tu vois. Et donc, il y a vraiment cette volonté de se dire mais regardez, on en a une. Regardez, on a Shay, maintenant on a Théodora. Alors qu'en fait, il y en a plein d'autres, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis, déjà, c'est vrai. Mais c'est valable aussi pour d'autres genres musicaux. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec Clara Luciani en interview.
Et elle me disait exactement ça. Elle me disait, mais donc dans la chanson française, on va dire, la nouvelle chanson française, c'est-à-dire qu'il y en a qu'une. Quand elle m'a dit ça, je repensais, moi, elle m'a dit, moi je suis parti 9 mois faire un enfant, j'étais plus la meuf du moment. Ah ouais. Tu vois, genre, donc après et puis c'est Juliette Armanet, et puis là il y a Mickey. Donc en fait, ce sont même sur des artistes qui ont l'air plus installés dans des milieux, on se dit qu'il y a, voilà, elles sont heurtées au même. Bien sûr, parce que c'est le reflet de la société. Exactement. Donc je veux dire, même elles qui semblent, tu vois, elles ont les mêmes considérations, et il y a vraiment ces mêmes réflexes des médias qui est la femme du moment. Donc il peut y en avoir qu'une. Il y a un peu ce sentiment-là. Ce qui est voilà, qui tend quand même à j'ai l'impression, se désengorger, comme tu le disais. Je pense notamment au projet de Le Juice avec Devinor, Vicky R et tout, où tu vois que les meufs sont en mode on est ensemble. Je pense à Shay qui pull up Théodora, qui fait venir Iseut sur scène. Enfin, tu vois, il y a quand même cette volonté de la part des femmes de prendre cette place. Et en vrai, je pense que plus le temps passe, plus les gens prennent cette place, même dans le milieu journalistique, où moi je vois des nouvelles meufs arriver pleines d'énergie, pleines d'entrain et tout, et je suis en mode, mais en fait c'est incroyable ce qui se passe, et il faut juste qu'on ouvre un peu plus les yeux et qu'on prenne du recul par rapport à ça, quoi. Eh bien, écoutez la famille, c'était incroyable, merci. Alors, j'avais un truc à vous dire. Bon, déjà, je voulais remercier le Tetris de nous avoir accueillis, je voulais remercier bien évidemment Mehdi Maizi de nous avoir accordé du temps, bien sûr. Je retourne ma fiche parce que t'as capté, j'ai perdu l'autre. Tac. Je voulais remercier Medine aussi qui n'est plus là, mais voilà quoi. Donc merci beaucoup au Havre des Luttes. Donc c'est eux qui ont fait l'événement, donc on les remercie énormément. Il y a le merch à la sortie, n'hésitez pas à claquer votre PEL. Il y a le livre de Mehdi Maizi qui est dispo, n'hésitez pas à l'acheter. En plus c'est la Fabrique Édition, vous connaissez, c'est la famille. À Fouelle Créative, à Tetris, tout ça, à la petite librairie. Rappelle aussi que demain, truc un peu moins fun mais quand même important, il y a une manifestation pour la Palestine au Havre. On rappelle que la lutte pour la Palestine et pour les peuples opprimés continue. Aujourd'hui c'est l'Aïd en plus, donc raison de plus de penser à ceux qui sont opprimés, à ceux qui n'ont rien. Et puis voilà, merci beaucoup la famille pour d'être venus, merci pour vos questions, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci d'être venus.